que l'exploitation du rapport de la Cour des comptes, qui fait actuellement débat sur la gestion des fonds force Covid-19, donc l'exploitation de ce rapport suivra son cours normal, conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Vous êtes au cœur de ce processus en tant que ministre de la Justice. Vous avez été, semble-t-il, saisi par le premier président de la Cour des comptes. Avez-vous commencé à exploiter le document? Absolument. Parce qu'en réalité, au fond, ce qui se passe, c'est quoi? C'est très simple. C'est un simple exercice de reddition des comptes dans un État qui se veut démocratique. C'est à la limite normal, pour ne pas dire banal. On est un peu dans ce que j'appellerais ici un jeu de rôle. Un jeu de rôle, c'est quoi? C'est que le gouvernement, lors de la survenance de la grande pandémie, la pandémie qu'on a appelée Covid-19, le gouvernement a élaboré une stratégie de riposte à travers le PRESS, le plan de résilience économique et sociale. Et pour mettre en œuvre ce PRESS, le gouvernement a mobilisé un fonds, Force Covid 2019. Et après avoir réalisé ce qui était prévu dans le PRESS et après avoir utilisé de façon optimale, parce qu'on y reviendra, l'essentiel des ressources de Force Covid, le gouvernement, le président de la République notamment, a donné son accord pour qu'il y ait une reddition des comptes, pour qu'il y ait un contrôle de ce qui a été réalisé dans le cadre de Force Covid. Le gouvernement aurait pu se suffire du comité de suivi qui a été installé, parce que dès que le fonds a été mis en place, le président de la République a considéré qu'il fallait un comité de suivi qui a été présidé par le général François Ndiaye, impliquant la plupart, le Parlement, la société civile, etc. Donc il y a un comité qui a tout suivi. Mais quand le comité a fini de tout suivre, le président a considéré qu'il faut aussi que la Cour des comptes, qui est notre juridiction des comptes, que la Cour des comptes prenne en charge aussi la peine d'auditer le fonds. Pas seulement de faire des vérifications, ou pas seulement de faire une inspection, mais d'assurer l'audit. Et quand on dit audit, il y a la dimension, voir si ce qui a été conforme, c'est fait dans le respect des lois et règlements, mais est-ce que aussi ça a respecté les standards de performance dans la gestion publique. Donc c'est un audit. Donc si le principe de reddition des comptes est présent dès le départ, ça veut dire que ce n'est pas un gouvernement qui a été pris la main dans le sac, comme le font croire certains. Non, c'est pour ça que je dis c'est un jeu de rôle. Le gouvernement a exécuté. Après avoir exécuté, le président de la République demande la réduction des comptes, notamment par la Cour des comptes, qui doit auditer les opérations. Et quand la Cour des comptes a audité, la Cour a publié son rapport. Maintenant, quand la Cour a publié son rapport, et c'est pour ça que j'ai dit que c'est un jeu de rôle, la Cour publie son rapport et dit 1000 milliards très bien dépensés dans l'ensemble, mais il y a des problèmes sur 6 milliards 600. 1000 milliards bien dépensés dans l'ensemble, mais il y a 6,6 milliards sur lesquels il y a des problèmes. Évidemment, quand on parle de deniers publics, le plus petit franc... On ne doit pas négliger la somme. Le plus petit franc est important, mais j'étais juste en train de rétablir les proportions. Absolument. Voilà. Et donc, la Cour des comptes fait son rapport. Globalement, on aura le temps d'y revenir, dire que ça s'est bien passé, mais il y a à s'expliquer, notamment des fonctionnaires, de par leur comportement, doivent s'expliquer sur ces 6 milliards. On ne dit pas qu'ils sont coupables de quoi que ce soit. Non, il faut juste qu'ils s'expliquent pour l'instant. Ensuite, maintenant, l'opposition, dans un pays qui doit critiquer l'action gouvernementale, parce que ça aussi, si une opposition ne critique pas, elle n'est pas une opposition. Eh bien, évidemment, l'opposition aussi aggrave la situation, l'opposition crie au scandale. Elle est dans son rôle. Elle est dans son rôle. C'est pour ça que je dis c'est un jeu de rôle. Donc l'opposition joue son rôle, scandale, etc., détournement de deniers publics. La société civile, elle, se positionne en disant, nous, ce que nous demandons, c'est que des suites soient données à ce rapport. Que les recommandations formulées par la Cour des comptes soient respectées, soient faites par le gouvernement. Le débat est normal dans une république démocratique. Tout à fait. Voilà pourquoi je considère que ce qui se passe actuellement, ça exprime la vitalité de la démocratie sénégalaise. Le gouvernement fait, il y a une réduction des comptes par la Cour des comptes, l'opposition critique, la société civile demande l'application des recommandations. Donc c'est un jeu de rôle. C'est un jeu de rôle sur ce que j'appellerais un exercice de reddition des comptes, qui a été fait par la Cour des comptes. Mais voilà pourquoi, à mon avis, il ne faut pas critiquer la Cour des comptes. À mon avis, il faut féliciter et saluer le travail qui a été réalisé par la Cour des comptes dans le cadre de ce rapport. Mais attention, il faut aussi féliciter celui
qui a permis à la Cour des comptes de faire ce travail, en l'occurrence le président de la République. Parce que la Cour des comptes vient de loin. La Cour des comptes au Sénégal a été instaurée suite à une directive de l'UEMOA qui l'imposait dans tous les pays de l'UEMOA. C'est en février 1999 qu'on a instauré une Cour des comptes au Sénégal. La Cour des comptes n'a quasiment pas fonctionné. D'abord, on l'a installée, on a pris du temps pour qu'il y ait des ressources humaines. Quand elle a été installée, elle a eu une dizaine de magistrats. Elle n'a pas eu de siège. Elle n'a pas eu de moyens. Un moment, elle était en conflit ouvert avec le président de la République, le président précédent, Abdoulaye Wade, pour ne pas le citer. Et ils étaient en conflit pendant 7 ans. Et pendant 7 ans, la Cour des comptes avait des problèmes pour se faire recevoir par le président de la République. La Cour des comptes avait même des problèmes pour déposer ses rapports, qui étaient produits, mais pas de façon ponctuelle. La Cour des comptes n'avait pas les moyens de fonctionner. C'est le président Macky Sall, quand il est arrivé au pouvoir, dès l'année 2012, ça veut dire qu'il n'a pas attendu. Parce que je rappelle tout de même que les premières mesures qui ont été prises par le président Macky Sall quand il était au pouvoir, quand il est arrivé au pouvoir, c'est les mesures portant sur la bonne gouvernance. On pourra y revenir tout à l'heure. Oui. Mais pour revenir à la Cour des comptes, c'est dès le 27 décembre 2012 que le président Macky Sall a fait adopter la loi sur la Cour des comptes pour élargir notamment son champ de compétences, notamment en y intégrant des infractions qui sont en lien avec les marchés publics. Parce qu'autrefois, il y avait un code des marchés, mais quand on ne respectait pas le code des marchés, il n'y avait rien. Maintenant, on a fait de la violation du code des marchés publics des infractions. Donc le président de la République a fait une loi où on a élargi le champ des compétences de la Cour des comptes, où on a accru l'autonomie fonctionnelle de la Cour des comptes, où la Cour des comptes est devenue un organe plus important. Mais le plus important encore, c'est pas ça. C'est qu'en 2015, le président a fait adopter la loi organique sur le statut des magistrats de la Cour des comptes. Et la loi organique sur le statut des magistrats de la Cour des comptes, c'est un statut qui est reconsidéré. C'est des traitements qui sont meilleurs, ce qui fait d'ailleurs que la Cour des comptes est attractive. Ouais. Il y a beaucoup de hauts fonctionnaires qui ont fait le concours pour réussir. Il y a même des magistrats qui veulent quitter la magistrature pour aller au niveau de la Cour des comptes. Donc la Cour des comptes a été renforcée. De dizaines de magistrats, la Cour est passée aujourd'hui à plus de 60 magistrats et assistants vérificateurs. Donc les conditions de travail sont meilleures. Le président les a dotés d'un siège qui est fonctionnel. Donc le président leur a dit une juridiction des comptes qui doit s'assurer de la régularité de l'exécution des dépenses, des recettes et des dépenses des comptabilités publiques, et qui doit s'assurer du bon emploi des ressources publiques, doit avoir de bonnes conditions de travail. Donc, ce qui fait Il faut donc se féliciter de ces avancées notées par rapport à la perception qu'on devrait avoir de la Cour des comptes, et à l'actif le président Macky Sall qui a fait beaucoup d'efforts dans ce sens. Oui. Vous l'avez dit, vous l'avez expliqué, mais peut-être ce qui fait tilt un peu, ce que certains ne comprennent pas, c'est la posture de certaines autorités, certains ministres à l'égard de cette institution. Bon, parfois, vous savez, chacun peut avoir parfois sa manière de réagir, ou parfois il peut y avoir un malentendu dans les rapports entre les individus, mais il ne doit pas y avoir de malentendu dans les rapports entre les institutions, entre les institutions de l'État, le pouvoir, les... Surtout quand on est appelé à s'expliquer sur des faits de gestion. Oui, surtout que c'est des faits de gestion pour lesquels on a déclaré personne coupable. On a déclaré personne responsable de quoi que ce soit. Non, on a juste dit il y a des constatations qui ont été faites dans le cadre de ce contrôle de la Cour des comptes, dans le cadre de cet audit, parce qu'il s'agit en réalité d'un audit, parce que la Cour a vérifié deux choses. Est-ce que les ressources qui ont été mobilisées dans le cas de Force Covid 2019 ont été utilisées dans le respect de la loi et du règlement? Donc c'est un audit de régularité juridique. Et puis, la Cour aussi s'est assurée du bon emploi. Parce qu'il y avait quand même un esprit, il y avait des objectifs qui étaient visés. Il y avait une mission qui était dévolue à ce fonds. La Cour a vérifié, est-ce que les ressources ont été employées de façon judicieuse pour atteindre les objectifs de ces ripostes qui étaient prévus. Et la conclusion de la Cour, c'est quoi? La Cour dit, pour l'essentiel, les ressources ont été bien utilisées. Donc, sur les 1000 milliards, il n'y a que 6 milliards sur lesquels nous exhortons les autorités qui étaient appelées à gérer les ressources, à s'expliquer. Donc, premièrement. Et deuxièmement, la Cour formule 58 recommandations. Donc, des recommandations, parce que c'est de l'audit.
Quand on fait de l'audit, c'est pas pour traquer des gens, c'est pas pour voir des trucs. Mais quand on fait de l'audit, c'est aussi pour renforcer, pour l'avenir, les performances des administrations. C'est pour que les ressources soient mieux gérées. Donc la Cour a formulé des recommandations à l'endroit du ministère de l'économie et des finances, des recommandations à l'endroit du ministère de la Santé pour expliquer comment il faut mieux gérer les ressources lorsque le pays devra, on ne le sait pas, faire face à une situation de crise sanitaire. Oui. Et la Cour adresse aussi des recommandations à tous les ministères qui ont bénéficié de ces ressources. Et enfin, la Cour adresse des recommandations spécifiques au ministère de la Justice. Très bien. Notamment au ministre de la Justice. Oui, concrètement, il y a une douzaine de demandes d'ouverture d'informations judiciaires concernant bien sûr des gens qui ont eu à gérer ces fonds-là. Oui, bon, là aussi, il faut toujours dire ce que prévoit le texte et ce que la Cour a dit. Tout le respect, en dépit de tout le respect que nous devons à la Cour des comptes, qui est notre juridiction des comptes, il faut tout de même formuler quelques observations. La Cour a demandé l'ouverture d'informations judiciaires contre à peu près une dizaine de gestionnaires, une dizaine de hauts fonctionnaires, notamment des ordonnateurs et dans certains cas des DAGE. Mais ce que prévoit la loi organique sur la Cour des comptes, c'est que le président de la Cour des comptes, lorsque les constatations faites par la Cour sont des fautes de gestion, il les défère devant la Chambre des disciplines financières de la Cour des comptes. Lorsque c'est des fautes de gestion. Lorsque les constatations sont susceptibles d'être qualifiées de délits ou de crimes, le premier président de la Cour saisit le ministre de la Justice. Point. D'accord. Le premier président de la Cour, c'est l'article 19 de la loi organique sur la Cour des comptes. Le premier président de la Cour des comptes saisit le ministre de la Justice. Donc c'est à bon droit que le premier président de la Cour des comptes saisit le ministre de la Justice. Maintenant, les suites judiciaires appropriées, le traitement judiciaire qu'il faut faire de ces constatations susceptibles d'être qualifiées de délits et crimes, parce que ce n'est pas forcément des délits et crimes, il appartient au ministre de la Justice de voir les modes de traitement de ces affaires les plus appropriés au regard de la loi et notamment de la loi. Oui, mais d'après ce que vous avez vu, ce que vous avez reçu, le document du premier président de la Cour des comptes, on est dans quel cas? Des cas où les personnes sont passibles devant la chambre de discipline financière, ou alors, voilà, ils vont tout droit vers une procédure qui concerne les crimes et délits. Non, il faut distinguer deux cas. Il y a les cas pour lesquels c'est la Cour elle-même qui règle son problème. Oui. C'est les cas où il y a faute de gestion. Quand il y a faute... Elle l'envoie directement à sa chambre. Oui. Notamment sa chambre de discipline financière. Là, c'est la Cour qui règle le problème. Elle-même, elle ne sollicite aucune aide. Mais quand elle vous saisit, ça veut dire que... Très bien. Maintenant, voilà, quand elle constate que c'est des faits susceptibles d'être qualifiés de crimes, de délits ou de crimes, c'est là qu'il saisit le ministre de la Justice. D'accord. Mais la loi dit, il saisit le ministre de la Justice. Point. Mais la Cour a choisi l'information judiciaire. Ça veut dire quoi? La Cour a demandé, il faut ouvrir des informations judiciaires. Et l'information judiciaire, c'est quoi? C'est lorsque le parquet, ou le ministère public, saisit un juge d'instruction qui peut poser tous les actes susceptibles de permettre la manifestation de la vérité. D'accord. Dans un temps souvent qui n'est pas limité. Donc, quand on dit information judiciaire, on saisit forcément un juge d'instruction. Soit c'est le ministère public qui le fait, soit c'est une plainte avec constitution de partie civile. Mais en l'occurrence, c'est éventuellement le ministère public qui devrait le faire. Donc, mais là, la Cour vise l'ouverture d'informations judiciaires, mais ce n'est pas que l'information judiciaire qui existe comme mode de règlement d'une affaire pénale. Par exemple, là, on n'est pas forcément obligé d'ouvrir une information judiciaire. Pour certains cas, on peut dire, oui, il est pertinent d'ouvrir une information judiciaire. Pour d'autres, on peut dire, il est plus pertinent de faire une enquête préliminaire. On saisit le procureur général près la cour d'appel et on lui demande d'ordonner des enquêtes ou de faire des enquêtes par des officiers de police judiciaire. Et c'est là, quand ils font les enquêtes, à partir des enquêtes préliminaires, le procureur peut décider d'un classement ou alors de l'ouverture d'une information judiciaire. On peut même, dans certains cas, aller au flagrant délit.
Les gens vont dire, oui, mais c'est des faits qui datent de longtemps. Oui, mais la loi pénale prévoit que lorsque quelqu'un, un individu accusé d'un délit ou d'un crime, avoue le délit ou le crime, produit les actes qui attestent sa culpabilité, on peut le juger en flagrant délit. D'accord. Ça peut aussi être une citation directe. Donc l'information judiciaire nous enferme. C'est une voie qui peut être utilisée, et justement, c'est à cette étude que moi-même je suis en train de procéder. Il faut étudier, il faut voir, passer en revue l'ensemble des faits incriminés, l'ensemble des constatations. Ce qui est faute de gestion ne pose aucun problème, ça va à la chambre de discipline financière, mais attention, la faute de gestion n'empêche pas le déclenchement de procédures disciplinaires et de procédures pénales. Donc la Cour peut vous juger par sa chambre de discipline financière, mais que pour ce qui est disciplinaire, vous pouvez faire l'objet de procédures administratives, et pour ce qui est maintenant pénal, vous pouvez faire l'objet de poursuites pénales. Mais encore une fois, pas seulement avec la voie de l'information judiciaire. Alors, tout cela va vous prendre combien de temps en principe? Bon, normalement pas beaucoup de temps, parce que bon, il faut quand même passer en revue l'ensemble des constatations qui ont été faites par la Cour des comptes, essayer de présumer une qualification, parce qu'en fait la Cour ne qualifie pas d'infraction pénale ou de délit ou de crime. Non, il faut essayer de voir, et après saisir le parquet, et quand on saisit le parquet lui-même va communiquer. Va communiquer sur ça. Parce que comme le président de la République l'a dit, et comme il l'a très bien redit dans son discours hier, la procédure suivra son cours normal. Et quand la procédure suit son cours normal, ça veut dire aussi que nous allons communiquer sur ces questions. Nous allons éclairer l'opinion. Et le parquet va communiquer sur ces questions. Et ce qui est susceptible d'aboutir à une information judiciaire fera l'objet d'une information judiciaire. Ce qui est susceptible d'autres modes de règlement des affaires pénales fera plutôt... Ça veut dire donc que le sort de ces personnes épinglées sont entre vos mains. Maintenant, non, pas entre mes mains. Non, il ne faut pas dire ça, pas entre mes mains forcément. Oui. Parce que, dans tous les cas, il faut aussi distinguer. Il y a, pour la plupart, des comptables qui ont été, qui ont été évoqués dans le rapport. Il y a des DAGE, des hauts fonctionnaires, pour la plupart, qui ont été épinglés. Pas épinglés, qui ont été évoqués dans le rapport. Et il y a un ministre. Évidemment, il appartiendra à ces interpellés d'aller répondre. Je donne un exemple. On dit défaut de production de pièces justificatives. Mais vous allez produire vos pièces justificatives. Où est le problème? On dit surfacturation. Mais vous allez montrer qu'il n'y a pas de surfacturation à partir d'éléments d'ordre légal et réglementaire. Vous montrez qu'il n'y a pas de surfacturation. Donc, ils vont aller s'expliquer, mais encore une fois, pas forcément par l'information judiciaire. L'information peut être une voie, mais par même des enquêtes préliminaires. Et puis, il y a aussi un ministre qui a été évoqué, le cas d'un ministre qui a été évoqué. Je rappelle quand même que, de par la Constitution, les ministres bénéficient d'un privilège de juridiction. C'est-à-dire que pour les entendre, il faut voilà, l'autorisation du président de la République. D'abord, il faut l'autorisation du président de la République, mais ensuite, les ministres sont justiciables devant la Haute Cour de justice. Lorsqu'ils doivent faire l'objet d'enquête, lorsqu'ils doivent faire l'objet d'instruction, lorsqu'ils doivent faire l'objet de jugement, c'est quand même une procédure qui est prévue par la Constitution et qui leur accorde ce qu'on appelle le privilège de juridiction. Donc voilà, il faudrait distinguer tous ces cas, passer en revue les cas, distinguer et donner, comme l'indique le président ou comme l'a ordonné le président, que la procédure aille jusqu'au bout et que ceux qui sont interpellés dans le cadre de ce rapport aillent répondre devant les instances. Dans le débat, quand même, on entend cette opinion qui dit que voilà, plus qu'il y a plus de DAGE, c'est eux qui risquent gros, pas les ministres. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses qu'il faut quand même distinguer. Un, le rapport de la Cour des comptes cite les DAGE et demande l'ouverture d'informations judiciaires, c'est une option, ou en tout cas le déclenchement de procédures appropriées pour les DAGE. C'est ça que dit le rapport de la Cour des comptes. Il ne faut pas aussi faire dire à la Cour ce qu'elle n'a pas dit, ou lui permettre d'aller au-delà de ce qu'elle lui permet. Deuxièmement, nous sommes quand même dans une république, nous sommes dans un État organisé par des textes. Pour le président de la République, le Premier ministre, les ministres,
c'est un texte, la Constitution, qui organise leur statut. Donc c'est la Constitution qui prévoit que le Premier ministre et les ministres sont justiciables devant la Haute Cour de justice. D'accord. Donc ça, c'est textuel, c'est constitutionnel. Maintenant, si on veut réformer les choses, on peut les réformer, mais pour l'instant, c'est ça l'état du droit positif. Tout à l'heure, j'employais le mot entre le sort et entre vos, enfin, le sort des personnes poursuivies et entre vos mains, vous récusez. Mais quand même, on peut avoir une assurance, c'est que il n'y aura pas d'état d'âme dans l'exploitation de ce document. Non, aucun état d'âme. Le président, il l'a dit urbi orbi. Quand je dis urbi orbi, ça veut dire qu'il le dit lors des réunions officielles, Conseil des ministres. Il l'a dit dans son discours